Transition, nous allons passer à nos camarades du blog Le Rouge et le Noir, donc en l'occurrence Karl Moy-Ruiffet. Bravo pour la prononciation. Oui, comment voulez que je dise Ah je ne sais pas, mais enfin c'est plus facile à dire que Valbay Kassem. Certains se trompent. Moy-Ruiffet. Bon, mais votre camarade c'est plus facile, c'est Corsair. Tout à fait. Voilà, donc l'un c'est un pirate et l'autre c'est un corsaire. En gros c'est ça. Alors c'est les camarades qu'on avait invités il y a 4 semaines. Tous les deux de la Royale. Voilà, c'est les camarades qu'on avait invités il y a 4 semaines pour venir parler de leur blog, qui est un blog catholique vraiment très très bien fait. Ils vont avoir l'occasion de le développer en fin de cette première partie d'émission et puis ensuite en début de seconde partie d'émission. Puis participeront au débat que nous aurons avec, bon, je peux le dire, il est arrivé dans le studio comme c'est de la grande vedette de ce soir, maître Jérôme Triomphe. Bonsoir cher Daniel, bonsoir aux auditeurs, bonsoir à tous les participants de cette magnifique table ronde. Merci beaucoup, merci beaucoup. Bon voilà, donc alors nous allons avoir des choses extrêmement intéressantes à discuter avec notre ami maître Triomphe. Et vous étiez invité il y a 4 semaines et vous n'avez pas pu venir puisque vous avez été interpellé par de manière proportionnée, comme dirait. Oui, voilà, exactement. La Jade Valo de Belkacem. Voilà, non, mais faut préciser. Bon, voilà, c'était proportionné là quand même. On vous a pas. Exactement, un contrôle d'identité de 4 ou 5 heures, c'est tout ce qu'il fallait. C'est rien, 4 ou 5 heures, c'est très bien. Tant que vous n'avez pas une vérification d'identité. Vérification. Merci maître. Vérification d'identité. Voilà, 5 heures pour vérifier l'identité. On n'a quand même pas une police très efficace, quand même, faut dire. Hein. C'est une détention arbitraire. La vérification, c'est 4 heures maximum, à condition qu'il y ait besoin de vérifier l'identité. 4 heures maximum. Et les textes sont précis. Quand on exhibe la carte d'identité, c'est sur place, immédiatement, ça se termine. Merci maître, mais on va alors n'anticipons pas sur la seconde partie de l'émission, je vous prie. Si, c'est important. Nous allons parler de tout cela en détail en seconde partie de l'émission. Je crains cette seconde partie de l'émission. Je ne sais pas pourquoi j'ai une espèce d'angoisse métaphysique. Bien. Alors, cher Le Karl et cher Corsair, vous avez lancé ce blog quand exactement? Alors en octobre 2011 pour être précis. C'est un blog relativement récent. Alors relativement récent. Bon, on va quand même vers nos 2 ans. Il faut bien parler devant le micro. Ça, vous prenez le micro. Je me rapproche. Voilà. Donc on va vers nos 2 ans. C'est un blog qui a été fondé avec un ami qui est maintenant qui rentre au séminaire lundi. Et donc voilà, un blog, une gazette en ligne. Concrètement, il rentre au séminaire pour partir en vacances, quoi. Voilà, exactement. Puisqu'il part à Rome dans la foulée, d'ailleurs. Bah, voilà. Donc, vous voyez, il ira vers le soleil, alors que nous, on reste dans cette France morose. Bon, aujourd'hui, c'était menaçant. Il a plu un peu ce matin. C'est exceptionnel, quand même. On a un mois de novembre qui est très doux, quand même. Hein. Oui, faut voilà. quand même voir les choses comme elles sont. Bon. Mais sinon, il a quand même beaucoup plu, quoi. Faut dire aussi. Hein. Bon, voilà, il a beaucoup plu. Alors, vous êtes de nombreux jeunes collaborateurs. Je pense que tous vous êtes plus ou moins étudiants. Ou... Oui, tous étudiants. Nous avons un jeune professionnel qui est magistrat, mais essentiellement des étudiants de diverses écoles, Sciences Po, HEC, Assas, voilà, différentes lices. Donc pour ne pas oublier. Alors, faut bien dire ce que c'est que l'ICES. Alors, l'Institut catholique d'études supérieures, donc qui est basé à La Roche-sur-Yon et qui est une université catholique soutenue par Philippe de Villiers. Nous en avons aussi beaucoup d'Albert Legrange. Je précise que si vous dites ça, normalement vous êtes passible des derniers outrages judiciaires parce qu'on n'a pas le droit de dire que c'est une université, c'est un institut d'études supérieures. D'accord. Mais vous enseignez là-bas, mon cher. Oui. Vous donnez. Ah ben c'est tout à fait bien pensant. C'est une maison qui me plaît beaucoup. Vous enseignez. Et ici ce soir, ce ne sont. Écoutez, la complicité est telle dans ce studio que ce n'est pas une émission de radio, c'est une rafle. Donc il va falloir qu'on fasse quand même très attention maintenant parce qu'on va être tous à la sortie. C'est surtout la sortie qui va être difficile. Voir une reconstitution de Ligue dissoute. Dit évidemment Jérôme Triomphe, qui dès qu'il voit un micro, une caméra, se précipite. Voilà, se précipite. Alors, donc vous êtes des jeunes, tous étudiants sauf un qui est professionnel déjà. Voilà, etc., exactement. etc. Qu'est-ce qui vous a poussé les uns et les autres à lancer ce blog? Qu'est-ce que vous vouliez y faire? Et pourquoi s'appelle-t-il Le Rouge et le Noir? Alors, je vais vous répondre dans l'ordre. Vous avez 3 minutes. Voilà. 4. Donc, nous voulions en fait à l'origine, avec ces différentes personnes qui ont très tôt pris part à l'aventure, proposer en fait des réflexions plutôt théoriques, hein, assez peu d'informations d'ordre de l'histoire, de la philosophie, peut-être même de la théologie. Donc de la réflexion catholique et puis éventuellement du débat, puisque très vite après la fondation de cette gazette en ligne est arrivée la fameuse affaire des pièces blasphématoires.
sur laquelle plusieurs avis ont pu s'exprimer. Donc nous avons eu beaucoup de débats internes. Et puis, avec l'arrivée de la loi sur le mariage pour tous, nous avons essayé de prendre le coche assez vite. Et surtout après la manifestation du 24 mars, nous sommes davantage lancés dans l'information, les reportages de terrain, les photographies, les brèves. Voilà. Et là, nous avons aussi commencé à avoir une audience plus large. Elle est large. Enfin, je veux dire, quand même, je rends hommage à nos amis du Rouge et du Noir, où j'ai vu, nous avions encore 5 minutes, mais après, il y a encore 1h30 derrière, quand même. C'est pas fini la soirée. C'est vous qui avez publié justement les photos du tagage au Bernardin. Oui, tout à fait. C'est sur vous que j'ai pris l'image. Hein. En effet, parce que il s'agissait d'un de mes amis qui se rendait au collège des Bernardins en début de soirée et qui est donc tombé sur ce tag signé des Antifa. Deux tags, un tag à l'intérieur et un tag à l'extérieur. Et notamment un qui était revendiqué par les véganes Antifa, c'est-à-dire des antifascistes végétariens. Bon, c'est un concept intéressant. Et donc, il m'a directement envoyé cette image afin que nous la diffusions, et ce qui a été fait. Et d'ailleurs, je remercie l'Observatoire de la christinophobie de l'avoir diffusé. Non, c'est pas plus précis, je vous ai piqué l'image. Oui, voilà. Au moins, la bonne parole, en l'occurrence plutôt la mauvaise parole des antifascistes autoproclamés a pu être diffusée. Et maintenant, les Français savent ce qui se passe, parce que ça s'inscrit dans un mouvement plus large de détestation de la foi chrétienne par ces extrémistes de l'ultra-gauche. Oui. Alors, voyez, juste une petite... après, je me tais, parce que de toute façon, on va couper, donc ça va être vite fait. Il y a une huitaine de jours, un lecteur de l'Observatoire de la Christianophobie m'envoie une image d'un tag pro-musulman, disons, qui a été peint sur une église de Gennevilliers, dans les Hauts-de-Seine, donc pas très loin de Paris. Nous la mettons en ligne, alors avec le commentaire que mon correspondant avait dit, il m'a annoncé d'autres images qu'il ne m'a pas envoyées, c'est bien dommage, mais celle-là je la mets quand même. Bon voilà, c'est une image. Eh bien, voilà des choses très intéressantes. Amis auditeurs, écoutez bien. Cette image qui a donc, grâce au système viral que notre ami Vivien Hoche a mis au point pour l'Observatoire de la christianophobie, face de bouc, enfin tous ces machins-là, a permis à l'information de remonter vers le bureau du commissaire principal de Gennevilliers, qui m'a posé des questions, etc., a déclenché chez le curé, qui lui-même avait fait des photos aussi, une démarche auprès du commissariat central de Gennevilliers, si vous voulez, et puis maintenant c'est une affaire judiciaire. Bon, grâce à une petite image que quelqu'un envoie, parce qu'il l'a prise avec son téléphone, en se baladant, en allant acheter son morceau de pain, ou en se baladant, pouf, il envoie, on reçoit, on publie, et c'est connu par des dizaines de milliers de personnes, et donc ça arrive nécessairement sur des bureaux de gens responsables. On peut agir c'est très important. On peut faire un petit geste peut être d'une grande importance. Juste un petit mot. Beaucoup de gens sont un peu découragés du fait qu'on ait fait beaucoup de choses et avec un succès mitigé cette année. Et il faut quand même avoir en tête qu'effectivement, chaque fois qu'on fait quelque chose, ça reste. Et donc, il faut jamais rien laisser passer. Alors, quand on dit on ne lâche rien, c'est une question vraiment fondamentale. Si on laisse passer un tag, on autorise l'exécution dans 10 ans. Exactement. Et donc il faut absolument pas laisser passer un tag. Bon, ça peut sembler un peu excessif, on dit, mais ça commence toujours comme ça. N'oubliez pas comment ça a commencé en Allemagne. Ça a commencé comme ça. Ça a commencé par des croix, des graffitis, des étoiles de David sur les commerces, et puis après. Et bon, alors, eh bien, ça commence toujours comme ça, les persécutions. Des petites incivilités, on appelle ça des incivilités. Vous savez, des distractions de jeunes. Et ça se termine malheureusement par des goulags ou des camps de concentration ou des pogroms ou des massacres de masse. Voilà, il faut être très très prudent avec ça. Alors, je vous ai coupé parce que après j'y pense plus. Si j'ai une idée qui me vient, faut que je la dise, après j'y pense plus. Donc alors, pour que vous allez nous dire, parce que là encore une minute, on va reprendre en retour d'émission, on va reparler de tout ça, vous allez répondre aux 3 questions que vous posez. Là, vous aurez 1 minute par réponse. On est d'accord? Parfait. Alors on se retrouve tout de suite. Voilà, nous reprenons
reprenons cette seconde partie avec une partie de nos invités, évidemment, de la première partie. Qui sont partis? Ça fait beaucoup de parties. Il y en a 8 d'un coup, vous avez vu. Bon, comme ça, voilà. De toute façon, pour le cochon, rien. Alors, nous avons dans le studio, donc d'abord Adélaïde. Bonsoir Adélaïde, et merci. Rebonsoir Daniel. Merci de rester avec nous en dépit de votre fatigue qui se lit sur votre visage. Et restez également avec nous Karl Moiruifet, qui est le rédacteur en chef. Co-rédacteur en chef, vous êtes deux, vous êtes le patron, quoi? Oui, c'est vous le chef? Je suis le patron. C'est le chef du blog Le Rouge et le Noir. Administrateur, donc Corsair, qui est en face de moi. Corsair, et lui aussi étudiant, quoi? En droit. En droit, vous aussi, non? Alors à Sciences Po. Sciences Po, c'est à Sciences Po Paris? Oui. Mon pauvre camarade, des l'institution, trucs à nous raconter, alors ça va être très bien ça. Voilà, donc Corsair est aussi un des collaborateurs du blog, et puis est arrivé dans le studio, enfin tout le monde l'a vu arriver, etc. Maître, entendu surtout. Maître Jérôme Triomphe, avocat au barreau de Paris. Rebonsoir, cher Daniel. Bonsoir aux auditeurs. De Radio Courtoisie, merci. Et puis donc notre ami Vivien qui va nous rejoindre dans quelques minutes et qui est parti raccompagner nos précédents invités et Guillaume de Thieulois. Alors, on va reprendre, si vous voulez bien, Karl et Corsair, on va reprendre un petit peu quand même la présentation. Pourquoi avoir eu l'idée de lancer ce blog? À quelle fin? Ça, vous avez déjà un petit peu expliqué le contexte. En gros, c'est les manifestations contre la christianophobie au théâtre, disons, voilà. Les deux pièces. C'est intéressant parce qu'il y a effectivement une relation de cause et effet entre la pré-mobilisation sur la christianophobie, qui avait été un petit peu annoncée, allumée, si je puis dire, par l'affaire de l'année précédente, qui était l'affaire donc d'Avignon, le Pisse Christ. Bon, qui avait commencé une certaine mobilisation. Évidemment, c'était Avignon, c'était un peu loin, mais il y avait déjà eu une petite mobilisation sympathique. À Paris, ça a été quand même plus intéressant, puisque c'est quand même une grande ville, avec une banlieue importante, je parle de la banlieue de l'Ouest, là, qui a quand même drainé beaucoup de jeunes très intéressants, jeunes de différentes sensibilités catholiques, puisque si l'affaire a été lancée un peu par des camarades proches de la Saint-Pédis, disons, pour faire clair, beaucoup de jeunes cathos charismatiques ou traditionnalisants, mais sans être Saint-Pédis se sont joints à cela. Il y a eu un débat très intéressant, mais en même temps, beaucoup de jeunes ont été interpellés par cette chose-là, quand même. 2 pièces, coup sur coup, absolument, nul, je m'excuse de le dire, d'un point de vue. Et alors là, vraiment, le premier qui me dit que c'est pas nul, je lui mets un coup de pied où je pense. Parce que je sais quand même, j'ai quand même un certificat d'études théâtrales, figurez-vous, je suis un spécialiste du théâtre. Alors, faut pas qu'on vienne raconter des carabistouilles. Voilà. Faut pas commencer à raconter des carabistouilles. Je sais très bien ce que c'est qu'une bonne pièce, ce que c'est qu'une mauvaise pièce. Bon, là, ce sont des mauvaises pièces, et en plus des pièces anti-chrétiennes. Voilà. Alors oui, c'est vrai, c'est pas du vrai caca qui tombe, voilà, mais ça, c'est comme, voilà. Mais ça a la couleur, ça a l'odeur, ça y ressemble et. Ce sont des acteurs qui jouent non plus avec leur bouche, mais avec leurs fesses. Avec leurs fesses. Bon, enfin, tout c'est absolument pathétique. Alors, nous allons parler maintenant. C'est vous qui parlez. Alors, pourquoi? Qu'est-ce que vous voulez faire? À quoi vous voulez aboutir avec ce Alors, vous m'aviez posé la question du nom. Donc, je peux peut-être commencer par là parce que c'est une question qu'on nous pose souvent. C'est en fait tout simplement une reprise un peu ironique du titre de Stendhal, le rouge et le noir, qui symbolise la soutane et l'uniforme, le sabre et le goupillon. Donc c'est le programme qui est annoncé. Alors il y a quand même une grande différence entre le rouge et le noir de Stendhal, si ma mémoire littéraire ne me fait pas défaut, c'est que vous n'êtes pas des Fabrice Del Dongo, parce que vous assistez à la bataille de Waterloo, alors que lui il en entend juste parler dans le roman. Oui, alors ce n'est pas Fabrice, Fabrice, c'est la Chartreuse, je crois. Ah, c'est la Chartreuse. C'est la Chartreuse, mais le nom m'échappe pour le rouge et le noir. Oui, non, alors c'est autant pour moi. Vous voyez, ma mémoire. Julien Sorel. Julien Sorel. Donc, oui. Mais effectivement, nous sommes des anti Julien Sorel, et d'ailleurs le nom du site est sous-titré Anti-chronique du temps présent. Voilà, j'ai vu. Donc en fait, nous le prenons à rebours. Donc avec comme programme la défense du rouge de l'uniforme et la défense du noir du clergé. Donc voilà, cette petite entrée en matière. Alors, c'est vrai qu'on nous a fait remarquer par la suite que c'était aussi les couleurs du diable. C'est vrai qu'on n'y avait pas ou des antifas. Ou des antifas aussi également. On n'y avait pas pensé particulièrement, mais enfin voilà, nous c'est le sabre et le goupillon. Les couleurs. Plutôt que Waterloo, nous préférons participer aux nouvelles guerres de Vendée, car en ce moment il y a une ambiance de chouannerie urbaine. Alors. Vous pouvez, Corsair, vous pouvez développer un petit peu ça parce que c'est intéressant ce que vous dites là.
Oui, actuellement, on peut quand même constater la prééminence d'un pouvoir proche du Grand Orient, un pouvoir qui a sans cesse à la bouche les mots de valeurs républicaines, les droits de l'homme qui pourtant sont constamment bafoués. D'ailleurs, Maître Triomphe pourra développer cet aspect avec... Il le peut. Oui, il le fera. Je sais pas s'il peut le faire, il le peut. Et donc, nous avons vu le réveil de cette France bien élevée, selon l'expression de l'excellente Gabrielle Cluzel de Boulevard Voltaire. Attendez, d'abord aussi de Radio Courtoisie, Gabriel. Et de Radio Courtoisie, bien évidemment. Et de Mondévie. Et de Mondévie, et de partout. Et maintenant de... Alors attends, je l'ai vu dans quoi encore, Gabriel, il y a pas longtemps, dans une revue maintenant que enfin peut-être une seule fois, mais d'une revue un peu... Ah bah si, je l'ai vu dans Famille Chrétienne, il me semble, elle a fait une petite chronique dans Famille Chrétienne aussi. Vous voyez, c'est quand même bien. Hein. Eh oui. Hein, on sent que l'armée se met en, une activité, en bataille. Ouais. On peut vraiment dire que le pays réel s'est levé. Toute cette jeunesse de France qui est fille du divorce de masse, des idées de mai 68, des idées mortifères devant lesquelles la génération de nos parents a tenté de résister, mais d'une manière assez molle, puisque l'ère du temps était vraiment relativiste. Nous connaissons les dégâts de cette idéologie mortifère, de la culture de mort stigmatisée par Jean-Paul II et Benoît XVI. Et c'est cette génération JMJ, qui maintenant est la génération Manif pour tous ou génération Garde à vue, qui se met en ordre de bataille. Alors, nous lisons, nous nous formons, à côté de nos études, nous allons en manifestation, nous écrivons, etc. Et c'est vrai que nous pouvons vraiment être optimistes pour l'avenir, car notre génération n'est pas prête de lâcher sur quelconque terrain, que ce soit la christianophobie ou la culture de vie, la famille, la patrie également. Mariage, ouais, le mariage, voilà. C'est étonnant. Alors, Karl ? Oui, si je peux me permettre d'ajouter une chose, Corsair parlait de la génération JMJ, j'irais même jusqu'à dire génération Benoît XVI. C'est un peu l'objet du site, parce que Benoît XVI, de mon point de vue, a été... par rapport à Jean-Paul II, a eu ceci d'extraordinaire qu'il a été anti-moderne au point de faire moins de politique peut-être que son prédécesseur, même si ce que Jean-Paul II a fait de ce point de vue-là est extraordinaire. Il a eu des intuitions absolument extraordinaires sur le rôle de la femme dans l'Église, etc. Mais Benoît XVI, lui, nous a fait un retour aux fondamentaux, un catéchisme, un enseignement absolument extraordinaire, limpide, clair, accessible. Il a dit aux jeunes, soyez des saints. Ce qui est une idée assez simple, mais qui n'était peut-être pas si évidente que cela. Et de ce point de vue-là, le Rouge et le Noir, c'est un site qui propose des réflexions, et donc qui propose aux gens de se former et de former les intelligences. Vous modestement, bien sûr, mais enfin... oui, mais on va revenir, parce que c'est plus que modeste. D'abord, c'est un bloc qui est très très bien fait, mais je vais faire une petite remarque, si vous voulez, puis vous allez me dire si vous êtes d'accord avec moi, parce que vous parlez de la génération Jean-Paul II. La génération Jean-Paul II, ce sont, j'exagère peut-être un peu, mais ce sont vos parents, hein. Oui, alors oui, évidemment. La génération Jean-Paul II, ce sont les parents de ces jeunes qu'on voit aujourd'hui dans la rue, des jeunes qui ont 15, 16, 17, 18, 20 ans. C'est les parents, parce que Jean-Paul II, c'est 1975, hein, ça commence. Ça dépend quelles paroisses on fréquente ou ils ont fréquenté. Non, mais enfin, moi, je dois vous dire que mes parents ne se définiraient pas comme une génération Jean-Paul II. Bon, d'accord, mais qu'est-ce que votre génération, c'est... Génération Monseigneur Lefebvre. Ah oui, Monseigneur Lefebvre, d'accord. Aussi, bien sûr. Qui va confirmer. Mais moi, vous savez, là, franchement, moi, cheval donné, je regarde pas les dents, pour moi, tout est bon, hein, ça, il n'y a pas de problème. C'était une petite... Voilà, non, mais c'était, non, parce que c'est pas une critique. Non, mais c'est très important. Il y a quand même, Jean-Paul II a quand même eu un pape qui a eu une aura, enfin, une importance colossale dans l'histoire du monde, de l'Église et du monde, des années 70 aux années 2000, quand même. C'est quand même colossal, c'est un long pontificat, hein. Il est arrivé à 58 ans quand il a été élu souverain pontife, et il est mort à 80, je sais plus, 83, 84, enfin, non, il était très âgé quand même. Bon. Alors, bon, ceci dit, donc vous voyez, pour moi, la génération Jean-Paul II, c'est les parents de la génération d'aujourd'hui, de celle qu'on voit, la génération du refus bien élevé, voilà, du politiquement correct. Et ça, c'est quand même épatant, quand même. Alors, excusez-moi. Oui. Bon, enfin, comme je dis, si je dis pas tout de suite, après j'oublie. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites. C'est vrai que Jean-Paul II a accompagné nos premières années, mais il était déjà à cette époque vieillissant. Et celui qui nous a marqué, d'autant plus qu'il est arrivé sur le trône de Saint-Pierre au moment
où nous commencions à arriver soit sinon au lycée ou dans l'enseignement supérieur. Benoît XVI est arrivé à ce moment-là. Et de suite, toute sa catéchèse, tout son travail de pédagogie, tout son travail d'enseignement, puisque c'est un professeur immense, a été accessible pour nous dès ce moment-là. Puis Benoît XVI a eu en plus ce côté absolument remarquable qu'il a été toujours peut-être beaucoup plus à mon avis que son prédécesseur n'a pas toujours été bien vu par les médias, loin s'en faut, mais Benoît XVI a été beaucoup plus clivant, à mon avis, parce qu'il était beaucoup moins intelligible pour les journalistes qui n'aiment pas trop les intellectuels, qui préfèrent les petites phrases, qui aiment les communicants. Et c'est vrai que Benoît XVI n'était pas un communicant, mais un pédagogue, mais certainement pas un pédagogue pour journalistes, pour qui s'endorment dès qu'on aligne plus de 3 phrases, un tant soit peu recherché. Et Benoît XVI, de ce fait, a créé dans notre génération une certaine sympathie, une certaine au-delà de son enseignement, il a à mon avis eu il nous a attachés à lui parce qu'il a été attaqué par toute la caste médiatique. Et c'est un autre but du Rouge et du Noir. Alors nous n'avons pas la prétention de faire connaître la pensée de Benoît XVI, mais c'est un autre but du Rouge et du Noir. C'était un but puisque de faire connaître, d'expliquer la pensée de Benoît XVI. Et je salue les contributions régulières au moins par ses sermons de l'abbé Iborra, qui est le vicaire, le premier vicaire de la paroisse Saint-Eugène à Paris et qui est un des plus fins connaisseurs de la pensée de Benoît XVI en France. Et même sa pensée en allemand. Et en allemand, oui, parce qu'il parle parfaitement allemand et il a traduit plusieurs de ses livres. Alors on parlait des pièces blasphématoires, donc de votre première prise avec le réel. Hein, c'était un réel, bon, avec des choses curieuses aussi, un peu de répression policière d'ailleurs. Oui, tout à fait. Maître Triomphe va nous parler tout à l'heure de ce qui est arrivé à une trentaine et judiciaire, une trentaine de ces jeunes qui, à propos de la pièce de Castellucci, viennent d'être condamnés. Bon, ce qui est une chose qui se rajoute à d'autres choses. Et vous sentez aussi, est-ce que vous avez senti les uns les autres donc cette espèce de curieux accrochage entre les manifestations contre les pièces blasphématoires et puis le combat pour la défense du mariage. Alors personnellement, ce qui m'avait frappé, donc c'était en octobre-novembre 2011, exact, si je me souviens bien, exact, c'était le clivage étalé sur la place publique entre des catholiques qualifiés de tièdes et d'autres d'intégristes. Alors qu'en vérité, nous étions tous d'accord sur le fond. C'est-à-dire que nous avions en abomination ces pièces, mais le débat n'était pas sur le fond, mais sur la forme. Et au début de la mobilisation contre la loi de dénaturation du mariage, ma peur, notamment le week-end du 17 et 18 novembre... C'est Corsair qui parle. Oui, tout à fait. Donc les 17 et 18 novembre, avec la première manif pour tous, et le lendemain la manifestation de Civitas, j'avais vraiment peur de voir encore une division profonde de catholiques qui, au fond, peu importe les étiquettes, pensent la même chose, sont fidèles à la doctrine sociale de l'Église. Et heureusement, ce clivage s'est estompé et nous avons su nous réunir. Alors, certains à la Manif pour tous, certains au Printemps français. Le 24 mars a véritablement été un creuset afin que tous se rassemblent pour combattre un ennemi commun. Mais vraiment, on peut voir une certaine filiation entre ces deux événements puisque finalement la mèche de notre rébellion réactionnaire, mais en réaction contre l'ère du temps absolument infâme, cette mèche a été allumée en automne, à l'automne 2011, et en ce moment nous sommes en train de commencer à faire imploser le système, en tout cas j'espère, mais la route est tracée et à nous de ne rien lâcher, comme le dit l'adage. Intéressant quand même. Hein, Vivien Hoche, vous avez peut-être un commentaire à faire, non? Pardon. Oui, 2 sur Benoît XVI. Évidemment, moi, on a peu connu Jean-Paul II. On est de la génération Benoît XVI qui représente exactement l'antithèse de ce monde clinquant, de surface, de communication. C'était vraiment un repère. Je ne dis pas ça pour le pape François, mais je dis Benoît XVI c'était un vrai repère par son sérieux, sa droiture. Et ces textes absolument extraordinaires, il a été un vrai repère, à mon avis, pour notre génération qui ont un peu moins connu Jean-Paul II. Donc on va pas trop... Et si je peux me permettre, je trouve que... Vous pouvez, Adélaïde, rappeler que nous sommes sur... On est sur Radio Courtoisie.
Le livre journal de Daniel Amiche. Non, et alors je voulais juste ajouter que Benoît XVI avait une espèce de foi complètement décomplexée, justement, qui n'était pas du tout il n'avait rien à faire des médias, en fait. Et donc il nous a appris à nous d'assumer parfaitement tout ce que nous sommes, et en fait on ne se cache plus. On a eu un pape qui a pas jamais essayé d'avoir une belle image, qui a juste été profondément catholique, et nous aujourd'hui on est héritiers quand même de cette posture, en fait. Oui. Et le deuxième point, c'est évidemment sur le clivage entre les catholiques qui est toujours présent évidemment un peu partout, mais sur le terrain et peu à peu, depuis d'ailleurs la double manifestation du 17-18 novembre, depuis le 24 mars, où il y a eu vraiment, ça a été le déclencheur de tout, là on se retrouve tous ensemble, on se retrouve au même, mais de manière extrêmement multiforme. Il y a de tout, il y a même des non-chrétiens, etc. Évidemment, les catholiques sont les plus gros contingents, mais on retrouve de tout le monde, et sans problème. C'est-à-dire que même des gens de Civitas côtoient des gens beaucoup plus normaux, entre guillemets. Voilà, tout ça c'est absolument formidable. L'amalgame. Là aujourd'hui on se retrouve tous, l'amalgame se fait, et je pense que les barrières, justement la décomplexion, etc., mais les barrières, même y compris politiques, commencent à s'exploser. Oui. On peut dire que l'amalgame se fait dans les petits groupes, dans cette espèce de mouvement un peu vendéen, si je puis dire, un peu chouan et vendéen. Pour la raison, enfin, moi je pense que c'est un petit peu vrai ce qui se dit, c'est que le général de Charette, qui était un officier de marine comme chacun sait, a quand même fait la guerre d'indépendance américaine, et il a vu les deux phases, un peu les deux phases de la bataille des insurgents. La première, c'était les armées de ligne à l'européenne. Alors, ils se faisaient évidemment décimer. Puis ensuite, il a vu comment ça se faisait avec les escarmouches, avec les milices, avec les tactiques de Peau-Rouge, etc. Bon, ils ont vu comment ça se faisait. Et on peut dire qu'ensuite, on peut dire que ça a été adapté, en tout cas en Vendée, c'est absolument sûr. Ouais. Bon, c'est la guerre on va vraiment chercher l'adversaire dans les chemins creux, etc. Ouais. On en fait un grand massacre. Bon, c'est très intéressant. Et je pense que l'amalgame entre tous ces catholiques de sensibilités différentes et des garçons qui sont moins catholiques ou qui sont, je sais pas, peut-être protestants ou autres, elle se fait plus dans des petits groupes comme ça, avec des objectifs très clairs, veilleur debout, veilleur assis, moi je veux bien veilleur couché, je veux bien faire ça pour ma porte à sofa. Il y en a qui le font, mais devant les voitures de police. Voilà, veilleur couché, bon, enfin c'est hallucinant, c'est absolument hallucinant. Là ça se fait. Alors peut-être dans les grandes manifestations où il y a des gros services d'ordre, des machins, des interdictions, des toi tu sens des pieds, toi pas, bon, c'est vraiment insupportable. Il y a quand même des aspects qui étaient quand même, bon, limite, hein. Enfin, je pense que j'ai suffisamment dit ici, je ne répète pas. Bien. Là c'était plus compliqué. Alors que là, ça se fait à la base. Oui. D'ailleurs, je tiens à signaler, pour revenir sur le blog Le Rouge et le Noir et les autres, que la véritable fer de lance que sont maintenant devenus, et très rapidement, Le Rouge et le Noir, en corrélation avec le Salon Beige, en corrélation avec aussi ce qu'on appelle la twittosphère, entre guillemets, et tous les événements qui se créent. Il faut vraiment les repères sont sur Internet, évidemment, en grande partie. Puisqu'il n'y a pas de chef, puisqu'il n'y a pas de gens qui se réunissent autour de table, il n'y a pas de sièges, etc. Mais tout se passe sur Internet, donc les blogs tels que Le Rouge et le Noir. D'ailleurs, donc, vous étiez parti un peu au début sur quelque chose d'intellectuel. Évidemment, sur Internet, les contenus de fond marchent beaucoup moins bien que les exclus. Et vous avez en plus des reporters sur le terrain. On en croise, mais à chaque manifestation, on croise au moins un ou deux reporters du Rouge et le Noir. C'est quand même incroyable. Ils ont leurs photographes, ils ont leur et nous payons de nos personnes. Et ils commencent même, ça se voit que vous vous professionnalisez. Et d'ailleurs, même sur la photo, le graffiti qui était au Bernardin, ils avaient même rajouté preuve de professionnalisation, ils avaient rajouté leur petit logo en dessous pour que tout le monde le voit. Voilà, c'est exactement. Je l'ai laissé. Non seulement on l'a crédité dans la source, mais en même temps on l'a laissé pour montrer que c'était le Rouge et le Noir. Donc d'où l'importance que je salue. Donc vous vous professionnalisez, c'est très bien. Évidemment, ça marche à mon avis beaucoup mieux les reportages de terrain, les témoignages, etc. Tout à fait. Mais du coup, alors l'idée étant de le corréler justement le contenu, le fond avec le terrain. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que Karl sera d'accord avec moi. Il s'agit de trouver un équilibre entre d'une part un contenu de fond qui sert à nourrir véritablement la réflexion de nos lecteurs,
un contenu qu'on ne trouvera pas forcément ailleurs. Et puis, d'un autre côté, l'actualité étant ce qu'elle est, nous sommes obligés de réinformer finalement nos lecteurs, d'être présents sur le terrain afin de fournir des photographies, des témoignages, des commentaires sur ce qui se passe. Par exemple, hier ou encore ce matin, aujourd'hui, les Veilleurs debout, qui sont une nouveauté, chaque jour apportant son lot de nouveautés. Et c'est vraiment une joie de voir que ce mouvement est protéiforme. Eh bien, nous sommes obligés de nous adapter et de fournir des brèves. On est sûr de ça, parce que moi je me dis des fois, moi j'arrive à mon âge, mais moi je suis très très naïf, donc évidemment on prend ce désir pour des réalités parfois. Bon, alors bon, je crois que le temps pour l'heure, en tout cas pour les semaines et les mois qui viennent, le temps des méga manifestations, des grosses manifestations comme celles qu'on a connues est passé, c'est révolu. Mais encore une fois, on disait bon, une fois que ça va être terminé, le mouvement va tomber. Et non, il n'a pas tombé. Et non. Non seulement il n'a pas tombé, mais il a tendance, en tout cas, c'est ce que j'observe, au plan statistique. Je tire pas de trucs politiques. Au plan statistique, non seulement il n'est pas retombé, mais il s'est développé et il s'est multiplié, en sens que, comment dire, les jeunes ont été de plus en plus nombreux, ou les veilleurs, regardez, les veilleurs, ça a pris, ils étaient 7, 8, 10, 20, maintenant c'est des milliers en France, bon, c'est partout pareil, et il s'est diversifié. On a vu apparaître plein de trucs. Ouais. Les salopards, les hommes. Et de manière spontanée. Et d'une manière spontanée. Parce que les Veilleurs debout, ça a commencé par un type qui s'est mis debout. Voilà, il s'est attendu. Ça commence par un Place Vendôme, terminé. Et ça commence par un SMS. Et maintenant c'est partout, voilà. c'est partout. Et je me permets quand même de revenir à propos de ce que disait très justement Vivien par rapport aux brèves et le fait qu'elles marchent mieux que les articles intellectuels. Mais ce que je note quand même avec beaucoup de satisfaction, c'est que les brèves permettent de drainer sur le site un nombre assez conséquent de visites. Mais que les articles de fond en bénéficient, puisque le nombre de visites sur ces articles augmente sensiblement, et que dès que les gens commencent à circuler un petit peu sur la gazette en ligne, ils en profitent pour aller voir un petit peu les articles de fond. Et je trouve que c'est particulièrement important en fait, parce que plusieurs personnes se sont rendues compte que elles sentaient bien du fait de leur bon sens, etc., que le mariage Ganymède, comme on l'appelle sur le rouge et le noir, et n'a aucun sens, complètement délirant, mais elles se rendent compte qu'elles ont besoin d'être formées intellectuellement. Et je pense que c'est l'autre grande opportunité des manifestations, du fait qu'on se professionnalise un peu grâce à Manuel Valls et à Christiane Taubira dans nos méthodes, qu'on apprend à faire des reportages, des photographies, qu'on commence même à avoir quelques connaissances en droit. On ne les remerciera jamais assez. Voilà. Oui, jamais. Non, mais c'est vrai. Merci, monsieur Gave. Qui s'est levé est un mouvement de fond qu'ils ont créé. Ils ont créé. Exactement. Et bien, justement, je pense qu'il ne faut pas perdre de vue la formation, la lecture d'ouvrages bien mal pensants, etc. Et la réflexion. Et bon, le Rouge et Noir essaie d'y contribuer un petit peu, mais Itinerarium aussi. Voilà, on n'a pas cité le blog. Voilà, l'excellent blog. Il a un blog qui s'appelle Itinerarium, parce que comme on a cité tous les blogs de toute la France. Oui, mais alors là, je dois avouer que je me suis fait manger par Rouge et Noir. Enfin, je veux dire, ils sont beaucoup plus productifs que. Alors, c'est une équipe, ils sont, je sais pas. Oui, c'est une équipe. Il y en a. La question étant. Toute une rafle. On observe des déclinaisons du Rouge et le Noir en Provence. Ouais. Donc il y en a une en Provence, justement, je crois. Il y en a une en Bretagne. En Bretagne, à Lyon. À Lyon. Donc vous commencez à essaimer d'un peu partout. Vous vous professionnalisez, donc sans trop rentrer dans les détails, ça veut dire que vous avez des contacts en province, voilà, qui font remonter les informations, mais sans trop rentrer dans les détails. Est-ce que vous avez des financements? Est-ce que vous arrivez à rentabiliser le site par les visites? Sans trop. Non, il faut réfléchir à ça, parce que ce qu'il faut accuser, s'il faut assurer pour toutes ces choses-là, c'est la pérennité. Hein. Exactement. Et la pérennité ne se fait pas sans qu'il y ait du financement et que les gens qui s'en occupent, en tout cas une partie de ceux qui s'en occupent, soient quand même rémunérés pour le travail qu'ils font. Sans quoi, ça ne marchera pas. Ça ne marche pas. Alors malheureusement, en fait, c'est un sujet sur lequel on réfléchit depuis un petit moment, parce que bon, la récolte de fonds, il y a des méthodes, il y a des professionnels. Il y en avait un dans ce studio
il y a peu de temps. Donc voilà, on y réfléchit, on peut faire, on a mis en place un système de financement, mais enfin qui est extrêmement modeste pour le moment, qui nous a permis, on a réussi à obtenir un appareil photo de bonne qualité, ce genre de choses, donc les besoins matériels les plus pressants. En revanche, non, on n'arrive pas à rémunérer nos rédacteurs, nos contributeurs. Malheureusement. Mais bon, on est jeune, on a encore le temps, nous sommes étudiants, on a un petit peu de temps libre à consacrer à tout cela. Évidemment. Mais vous serez pas toujours étudiant. Voilà. Et il faut de la pérennité. Nous sommes bien d'accord. Et ça, c'est un problème qu'on a pris, qu'on essaie de prendre en compte. Bon, et voilà, il y a Corsair a reçu a participé récemment. Enfin, tu parleras mieux que moi. Alors c'est une valise de roubles. Non, je voulais dire qu'il existe de nombreuses. Parce que maintenant la Russie finance la contre-révolution. Oui, c'est le monde à l'envers. C'est vraiment le monde à l'envers. À l'appel de Denikin, marché des partisans blancs. Voilà. Salut camarade Serge. Je voulais juste préciser qu'il existe certaines formations que je ne nommerai pas, mais qui permettent de se former à la levée de fonds, notamment depuis les États-Unis, parce que ce sont vraiment les professionnels de la mise en place de groupes de pression particulièrement influents qui permettent qui sont de véritables boussoles pour les partis institutionnels, notamment le Parti républicain. Et en France, il est urgent de mettre en place de telles méthodes afin, voilà, comme l'argent est le nerf de la guerre, il faut vraiment être en mesure d'être une force de frappe intellectuelle contre la logorée du terrorisme intellectuel et la tyrannie médiatique. Alors l'argent est le nerf de la guerre, mais pas tant d'argent que ça, en fin de compte. Non. Parce que vraiment, on peut faire fonctionner beaucoup avec peu de choses, mais il faut l'avoir. De centres d'information indépendants, de blogs, de petits journaux, etc. Avec de faire de la radio par Internet, des petits bouts de vidéo par Internet, avec très peu de moyens. Enfin, très peu de moyens. Peu de moyens. On n'a pas besoin de France Télévisions. Moi, mon opinion, c'est qu'il faut supprimer France Télévisions et Radio France. Il faut supprimer. Voilà. C'est dit. Pour paraphraser Surcouf, nous avons l'honneur, mais nous n'avons pas l'argent. La grosse presse, c'est l'inverse. Bon, alors merci. Vous continuez. On va parler avec notre ami Jérôme Trion de sujets qui vous intéressent vous. Donc vous pouvez bien sûr. Oui, ça, d'accord.